We've now, in a couple of months, built the development flight computers that are flying in our vehicle testbed, and those will eventually power our Mark II lander. That Mark II lander will land astronauts on the moon as early as 2028. Alors que la course vers la Lune s'intensifie, cette fois avec la Chine, NASA subit une pression croissante pour trouver un moyen plus rapide d'envoyer des humains sur la surface lunaire. Et il semble que Blue Origin ait peut-être une réponse. En parallèle de son atterrisseur habité original Mark II, l'entreprise développe un nouveau concept appelé Mark 1,5. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il ne promet pas seulement un chemin plus rapide vers la Lune, il affirme pouvoir y parvenir sans ravitaillement en orbite. Ça semble presque trop beau pour être vrai, alors comment cela fonctionnerait-il réellement ? Voyons ça de plus près. L'emprise autrefois incontestable de SpaceX sur le premier alunissage habité de la NASA depuis plus de 50 ans n'est plus aussi solide. L'entreprise détient toujours un contrat de 2,9 milliards de dollars pour développer son immense système Starship en tant que système d'alunissage humain pour Artemis 3, la mission censée ramener des astronautes sur la Lune plus tard dans la décennie. Mais avec les retards du développement de Starship et la pression croissante du programme lunaire chinois, la NASA commence à diversifier ses options. L'agence a officiellement demandé à SpaceX et à Blue Origin, qui détient un contrat parallèle pour un atterrisseur lunaire, de soumettre des plans expliquant comment accélérer le développement de leur vaisseau. Les deux entreprises ont répondu. Dans le cas de Blue Origin, l'urgence est évidente. L'entreprise a récemment annoncé la pause des vols de son véhicule touristique suborbital New Shepard pendant au moins 2 ans, afin de rediriger ses ressources vers son atterrisseur Blue Moon. C'est un signal clair que la société de Jeff Bezos voit une réelle opportunité et est prête à faire des sacrifices pour défier la domination de SpaceX et peut-être voler un peu de la lumière lunaire de Elon Musk. Alors, que cherche réellement à faire Blue Origin ? Actuellement, l'entreprise travaille sur 2 versions de Blue Moon. Mark 1 est destiné au fret, sans équipage. Mark II est la grande version certifiée pour les astronautes, prévue pour des missions ultérieures comme Artemis 5. Le problème, c'est que Mark II ne sera probablement pas prêt à temps pour Artemis 3. Plutôt que d'attendre, Blue Origin cherche donc un raccourci qui ne soit pas imprudent. L'idée serait un atterrisseur hybride, empruntant des éléments aux 2 versions, plus petit et plus léger que Mark II, mais capable de transporter des astronautes. Une sorte de Mark 1,5. Pas aussi ambitieux que la version complète habitée, mais suffisant pour amener un équipage en orbite lunaire, puis jusqu'à la surface. C'est au niveau du trajet vers la Lune que ce plan se distingue vraiment de Starship. Blue Origin ne mise pas sur le ravitaillement orbital, ni sur le transfert de carburant cryogénique dans l'espace. À la place, plusieurs véhicules seraient lancés avec des rôles plus simples. Un ou plusieurs Mark I seraient allégés et réutilisés comme étages propulseurs spatiaux pour envoyer l'atterrisseur hybride vers la Lune. Cela nécessiterait toujours plusieurs lancements, mais probablement moins que Starship, et du point de vue de la NASA, l'architecture semble plus simple. De la taille du Mark I, avec une petite, de la taille du Mark I avec une petite cabine, peut-être seulement quelques tonnes. Après avoir ajouté les systèmes de survie, la protection contre les radiations, la structure et la sécurité, l'équilibre devient délicat. L'atterrisseur aurait probablement des réservoirs plus petits et juste assez d'ergols pour atteindre une orbite halo quasi rectiligne, avec très peu de marge. Ce qui rend l'idée crédible, c'est que Blue Origin ne partirait pas de zéro. Mark I et Mark II partagent déjà beaucoup d'éléments, le moteur BE-7, des réservoirs similaires et une avionique largement commune. Il s'agirait davantage d'un réassemblage de matériel existant que d'un tout nouveau vaisseau. La partie complexe concerne la structure. Le module habité se trouve dans le chemin des charges principales du véhicule. Modifier sa taille implique de repenser la manière dont les forces circulent pendant le lancement, l'alunissage et la remontée. De plus, l'étage de transport doit être plus léger, entrer dans une coiffe et conserver assez de performance pour atteindre la Lune.
Chaque modification entraîne des compromis ailleurs. Rien de tout cela n'est simple, mais l'enjeu pourrait justifier l'effort. Ce qui distingue Artemis Programme des anciens programmes lunaires, c'est sa dépendance au tout premier alunissage. Artemis 3 ne consiste pas seulement à poser le pied sur la surface. Ce sera la première fois que de nombreux systèmes fonctionneront ensemble avec un équipage à bord. Nouveaux vaisseaux, nouvelles combinaisons lunaires, nouvelle architecture d'alunissage, tout en même temps. Artemis 2 réduit une partie du risque, mais principalement pour le vaisseau Orion. Sa mission principale est de valider les correctifs du bouclier thermique après Artemis 1. Malgré cela, Artemis 3 introduira une nouvelle méthode d'assemblage du bouclier, ajoutant encore de l'incertitude. Quant à l'atterrisseur lunaire Starship, il intègre tellement de technologies inédites qu'il est difficile d'anticiper tous les points critiques. C'est là que le Mark 1 Cargo devient intéressant. Blue Origin prévoit des tentatives d'alunissage sans équipage pour valider les technologies clés bien avant d'impliquer des astronautes. Le premier atterrisseur Pathfinder, baptisé Endurance, vise une zone proche du cratère Shackleton, au pôle sud lunaire. Il est conçu pour se poser partout sur la surface, en pleine lumière ou dans l'obscurité totale. Un défi majeur dans les conditions extrêmes du pôle sud. Construit à Cap Canaveral, l'atterrisseur a été envoyé au centre spatial Johnson de la NASA à Houston pour des tests en chambre à vide thermique. Cette installation a déjà servi pour le matériel du programme Apollo et même pour le télescope spatial James Webb. L'objectif est de simuler les conditions extrêmes de l'espace et de vérifier la stabilité thermique du véhicule. Ensuite, l'atterrisseur doit retourner en Floride pour un lancement à bord de la fusée lourde New Glenn. S'il réussit, il deviendra le plus grand atterrisseur jamais posé sur la Lune, avec environ 8 mètres de hauteur. Même en cas d'échec initial, ce ne serait pas inhabituel. Les alunissages sont extrêmement complexes, et la confiance vient souvent après plusieurs tentatives réussies. Une fois le Mark 1 validé, la NASA pourrait envisager une version habitée. La feuille de route est méthodique. D'abord des missions lunaires sans équipage, puis une répétition générale sans astronautes, testant l'atterrissage de précision, les redémarrages moteurs, la gestion des ergols et les systèmes automatisés de survie. Ensuite, des essais en orbite terrestre basse avec amarrage à un véhicule habité et simulation d'activités extravéhiculaires. Ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'un équipage tenterait l'alunissage. L'objectif n'est pas la vitesse à tout prix, mais la confiance. Si tout se déroule comme prévu, un alunissage habité pourrait avoir lieu vers fin 2027 ou début 2028. Et si les marges de masse le permettent, 3 astronautes pourraient travailler à la surface au lieu de 2. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce plan peut réellement fonctionner ? Très bien, cela conclut le chapitre sur l'atterrisseur Mark 1. Mais qu'en est-il du Mark 2, l'atterrisseur lunaire habité Blue Moon original ? Quand le verra-t-on enfin en action ? Lors d'une keynote d'AMD, John Couluris de Blue Origin a partagé plusieurs mises à jour intéressantes sur leur projet lunaire. Il a expliqué que l'entreprise utilise le matériel Versal d'AMD pour le lander et vise un alunissage du Mark II dès 2028. Selon lui, le Mark II pourrait transporter des astronautes vers la Lune dès 2028, et les progrès réalisés jusqu'à présent sont impressionnants. Il a même indiqué que les ingénieurs de Blue Origin ont travaillé pendant les fêtes, prenant l'ensemble de la pile informatique de vol pour simuler avec succès un alunissage complet. Cela leur aurait permis d'économiser des mois entiers sur le calendrier. Il a également souligné le rôle croissant de l'intelligence artificielle, non seulement sur Terre, mais bientôt dans l'espace. Chez Blue Origin, tous les employés ont déjà accès à des outils d'IA pour la conception, l'analyse ou les tâches quotidiennes. Les gains de temps sont tels que l'entreprise envisage désormais d'intégrer directement l'IA aux missions spatiales. L'idée serait que l'IA agisse comme un copilote, aidant les astronautes à identifier les sites d'atterrissage, détecter les dangers et prendre des décisions en temps réel lorsque chaque seconde compte. L'un des points les plus fascinants concerne l'Edge AI et son potentiel pour transformer l'exploration lunaire.
Koullouris s'est montré particulièrement enthousiaste à propos de la radioastronomie, qui consiste à capter des signaux radio extrêmement faibles en provenance de l'univers. Sur Terre, ces signaux sont perturbés par un important bruit radioélectrique. En revanche, la face cachée de la Lune agit comme un bouclier naturel contre ces interférences. Si un véhicule Mark I pouvait se poser sur cette face cachée, il pourrait commencer à explorer cet environnement radio encore vierge. Grâce à l'Edge AI embarqué, l'atterrisseur n'aurait pas besoin de transmettre en permanence toutes les données vers la Terre. Il pourrait les analyser localement et même décider où envoyer le prochain atterrisseur pour maximiser les résultats scientifiques. Une telle capacité de décision autonome en temps réel représenterait une avancée majeure pour l'exploration de l'espace lointain. Par ailleurs, Blue Origin et Nimbus Power System viennent de franchir une étape importante pour les futures missions lunaires. Les deux entreprises ont réussi des tests simulés de lancement sur les piles à combustible avancées de Nimbus, destinées à soutenir la vie humaine dans l'espace lors des missions Artemis de la NASA. Ces essais ont soumis le système à de fortes secousses et vibrations, reproduisant les contraintes extrêmes du décollage, et les piles à combustible ont fonctionné comme prévu. C'est crucial, car elles ne produisent pas seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur et de l'eau potable, des éléments essentiels à la survie des astronautes.